effectivement, Ailé ne laissait personne au bord du chemin. Pour en parler, 3 invités. Je me tourne d'abord vers vous, Laurence Bottin. Vous êtes chargée d'affaires senior chez Proparco pour le secteur de la microfinance. Donc Ailé vient de le dire, l'ambition de Proparco, c'est d'avoir un impact le plus large possible. Financer tous les entrepreneurs, y compris ceux du secteur informel. Est-ce que pour ce faire, il faut principalement s'appuyer sur la microfinance ? Oui, oui, tout à fait, Vincent. En fait, il faut garder en tête que les micros et les petits entrepreneurs, ça représente 70% des entreprises en Afrique. Donc, de quoi est-ce qu'on parle ? On parle de vendeurs ambulants, on parle de taxis, de salons de coiffure, d'agriculteurs également. Donc, d'entreprises qui embauchent une ou quelques personnes et qui sont souvent informelles. Et en fait, ce tissu informel, il est vraiment au cœur de l'économie africaine quand on sait qu'il représente entre 25 et 65% du PIB, selon les pays. Donc, c'est vraiment primordial que ces entrepreneurs, ces micro-entrepreneurs reçoivent des services financiers de qualité adaptés à leurs besoins. Qu'est-ce que j'entends par services financiers ? Le crédit, évidemment, mais également l'assurance et puis l'épargne. Sauf que malheureusement, les banques traditionnelles, elles servent assez peu ou mal ces micro-entreprises. Et donc, de tout temps, des alternatives se sont développées pour pallier ce manque et ce besoin. Et donc, dans le meilleur des cas, je parle de tontine en Afrique, mais je parle aussi de prêteurs informels avec des pratiques souvent peu recommandables, notamment en termes de taux d'intérêt. Et c'est justement pour pallier ce manque, pour faire en sorte que les micro-entrepreneurs aient accès à des services financiers de qualité, formels, que la microfinance est née ces dernières décennies et qu'elle s'est structurée. Merci Laurence. Nous allons poursuivre la discussion avec vous dans un instant, mais d'abord je vais accueillir Rambert Nami qui est également avec nous sur ce plateau. Vous êtes administrateur d'AB Bank Zambie. On commence par regarder tout d'abord un extrait qui présente votre banque de microcrédit. %90 of all the businesses in this country are small businesses. They are informal businesses. They are doers and makers. They are what in Zambia are called marketeers. 90% of all the economical activity is done by such small clients. Usually they would turn to informal money lenders who tend to have quite aggressive interest rates and also sometimes even unfair conditions. They need capital in order for them to grow, and this is where AB Bank comes in to bridge that gap to offer that financing to these clients. Compared to the other banks, we're more flexible on the requirements such that any client, as long as they meet the criteria, will be able to get a facility from us. So what we do is we create a methodology which allows them to have access to these things with their limited documentation, with their limited collaterals. Every month we disburse 1,500 loans to the small entrepreneurs, small businesses, either new to AB Bank or existing customers. We currently have 14,000 MSMEs. They're from various sectors: agriculture, transportation, trade, real estate. The most common MSMEs are dealing in trade, which forms about 40% of our portfolio, and real estate, which forms about 20% of our portfolio. Alors, Rambert, ce qu'on perçoit très bien dans cet extrait, c'est que le microcrédit, c'est aussi un engagement, c'est aussi une responsabilité. Et d'ailleurs, j'ai été surprise d'apprendre que vous êtes la seule banque en Zambie à soutenir les très petits entrepreneurs. Oui, donc effectivement, ABZ, c'est une banque très particulière en Zambie parce que c'est la seule qui s'adresse spécifiquement aux micro-entrepreneurs. Elle ne finance pas les grands projets comme la plupart des grandes banques de la place. Sa spécificité, c'est d'abord de vouloir créer de l'impact. L'impact en termes de développement économique, en termes de création d'emplois, et plus globalement en termes d'amélioration des conditions de vie. Zambie qui est un pays quand même très pauvre encore en Afrique. Et donc, elle s'adresse effectivement à ces micro-entrepreneurs qui sont souvent exclus des services financiers et qui n'ont pas donc accès à des crédits bancaires. Alors, on parlait de microfinance. ABZ reste une banque, ce n'est pas un institut de microfinance, même si ça y ressemble un peu.
Et donc ABZ, en comparaison d'un institut de microfinance, fait des prêts moyens qui sont plus élevés. On parle de 900 $ en moyenne, alors qu'un institut de microfinance est plutôt de l'ordre de 300 $. ABZ touche aussi des TPE sur des montants importants. Par exemple, font des prêts de 15 000 $ sur des entreprises un peu plus structurées. C'est petit dans le terme de portefeuille, nombre de clients, mais c'est important en termes de volume pour la banque. Et puis, ABZ, étant une banque, a un portefeuille de services qui est beaucoup plus large qu'une IMF, et donc offre des services de paiement, des services d'épargne, des services de crédit, bien sûr, on en a parlé. Et puis, plus récemment, a développé des services de mobile banking, mais je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Alors maintenant je sais qu'on dit ABZ, donc je me permets moi aussi d'employer cet acronyme. Laurence, en 2019, Proparco a augmenté sa participation au capital dans ABZ de 1,8 million d'euros. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix ? Oui, exactement. Donc en 2019, on est devenu actionnaire de la banque en investissant 1,8 million d'euros. Et en fait, c'est ce que Rambert vient de dire. ABZ, c'est la seule banque en Zambie qui vise cette clientèle de petits et micro-entrepreneurs. Et comment est-ce qu'elle fait ça ? Alors effectivement, elle a développé une méthodologie très spécifique et adaptée à cette population cible qui n'apporte pas de garantie et qui est souvent vue comme une clientèle plutôt risquée. Donc, comment ça se passe alors que les agents de crédit ne peuvent pas se reposer sur un bilan, un compte de résultat qui aurait été certifié par des comptables ? Eh bien, les agents de crédit vont aller sur le terrain, ils vont reconstituer eux-mêmes le bilan, le compte de résultat, les flux de trésorerie, ils vont parler avec des clients, avec des fournisseurs, et ils vont évaluer le sérieux de cette micro-entreprise et du micro-entrepreneur. Et puis ensuite, évaluer le montant du crédit qui s'adapterait au projet qui est porté par le micro-entrepreneur. Donc ça peut être acheter des intrants agricoles, si c'est un agriculteur. Ça peut être acheter du stock, si c'est un revendeur de matériel de bureau, par exemple. Et Rambert le disait, le crédit moyen d'ABZ, c'est 900 $. Donc, clairement, Proparco ne peut pas intervenir directement auprès de ces petits entrepreneurs. Donc, c'est pour ça qu'on va le faire de façon indirecte, via des gens dont c'est le métier. Et c'est pour ça qu'on a investi dans ABZ en 2019. C'est aussi parce qu'on veut apporter une valeur ajoutée extra-financière qu'on a nommé Monsieur Nami, en tant qu'administrateur de la banque, parce qu'il est expert en finance digitale et c'est ce dont elle avait besoin. Et puis, toujours dans cette même optique d'apporter une valeur ajoutée extra-financière, on soutient un projet financièrement de développer un produit d'épargne vraiment spécifique pour les populations rurales. On entend toujours effectivement encore ce leitmotiv de l'extra-financier, compter le sens en quelque sorte. Rambert, pour aller plus loin, pour un grand nombre de personnes qui vivent dans les régions les plus rurales, les plus reculées, se rendre à la banque, c'est un obstacle infranchissable. Et donc pour toucher tout le monde, il y a un outil qui s'est avéré indispensable, c'est le téléphone portable. Est-ce que le mobile banking, la finance digitale, c'est une révolution en marche ? Oui, alors on appelle ça le mobile money, parce que les services sont essentiellement des services de transfert d'argent. Mais l'histoire, c'est que ça a commencé par une petite expérimentation au Kenya en 2006, d'essayer de transférer de l'argent entre deux téléphones. Et aujourd'hui, il y a plus de 500 millions de personnes en Afrique subsaharienne seulement qui ont aujourd'hui un compte de mobile money. Donc c'est une véritable révolution. Le succès est dû tout d'abord parce que le niveau de bancarisation était extrêmement faible en Afrique et donc il y avait un vrai besoin de pouvoir avoir un moyen de paiement à disposition. Quand on fait toutes ces transactions en espèces, c'est extrêmement compliqué, surtout quand on doit se déplacer pour effectuer un paiement. Et puis, l'autre raison du succès, c'est que c'est extrêmement simple. Il suffit d'avoir juste son téléphone portable. Dans la plupart des pays, généralement une pièce d'identité, parce qu'il y a un certain nombre de contraintes réglementaires tout de même. Ça s'appuie, ce service, sur des agents chez qui les clients vont pouvoir aller faire des dépôts et des retraits d'espèces, très simplement. Et la force de ce service, c'est que ce réseau d'agents a été déployé. Aujourd'hui, on en compte 4 millions sur l'Afrique subsaharienne. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est équivalent au nombre de distributeurs de billets qu'il y a dans le monde entier. Donc, chacun en Afrique, quel que soit le lieu où il vit, va trouver, pas trop loin de chez lui, un agent dans lequel il va pouvoir accéder à ses fonds.
Donc c'est essentiel, beaucoup de transactions se font beaucoup en espèces. Et donc, il est important de pouvoir accéder à ces espèces. C'était un service qui était d'abord un service de transfert, comme je disais, et qui est en train d'évoluer petit à petit vers un service de banque. Donc on parle effectivement de mobile banking, comme vous le disiez, avec des services d'épargne, de crédit, et qui vont pouvoir pleinement apporter les éléments d'inclusion financière de cette transformation. Alors ABZ en Zambie poursuit également ce développement. Donc ABZ a lancé récemment un service de mobile banking avec cet objectif de pouvoir aller toucher des gens qui sont dans des zones beaucoup plus reculées, en s'appuyant pareil sur un réseau d'agents. Ils en ont déjà 40 000 aujourd'hui en passant des partenariats avec certaines sociétés. Et l'objectif de signer plus d'1 million de clients sur son mobile banking, alors qu'aujourd'hui ABZ en a une centaine de milliers seulement, tout confondu, d'ici 2 ans. Donc c'est un projet très ambitieux. Proparco a notamment récemment participé via des assistances techniques pour aider à structurer ce projet. Ce sont des projets très compliqués en termes de sécurité, en termes de conformité réglementaire, en termes de marketing. Il faut se faire connaître sur ce genre de produit aussi. Et donc il y a une très belle ambition pour ABZ sur ce projet. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est quand même vertigineux les chiffres de croissance que vous évoquez. Je vous propose, au-delà de votre témoignage, d'écouter celui de clients qui ont été financés par AB Bank, et on découvre ça en images. My name's Kapampa Kenneth. I'm the director for Ashton Pharmaceuticals. I'm a pharmacy technologist. I did pharmacy at Eva in Horn College. I worked for an Indian company for 8 years. Then later on, I decided to start my own. It's a distribution company of pharmaceutical products, but we've got also retail pharmacies. Mostly, we've been supplying to government hospitals and clinics throughout Zambia, and we also supply retail pharmacies dotted throughout the country. To start and try to find a share of the market in the industry, it was tricky. There was need for us to get a loan, so we approached other banks, these traditional banks, big banks. We never got the attention that we needed, maybe because they thought we were too small for them, until somebody recommended AB Bank. And within a week or so, we were given a loan, which we started with about 200,000, which helped us to restock. Within a year, we were able to repay the loan. And then we got another loan, about 800,000, which helps us to open another branch. And then from there, we've been interacting with AB Bank. They've been helping us a lot. Every time we've got challenges in terms of cash flow, we would go for advice. If we need some money, they would also help us in that direction. It was difficult to go to any bank to go and get a loan because you are not in employment. I heard about the AB Bank through my neighbor, who's also a farmer, and he approached me to say, do you know that the AB Bank have introduced the loans for the farmers? I said, oh, yeah, I would love to, because I had a challenge of water and I wanted to buy the pump, I wanted to buy the tank, and I wanted to do a lot of things, but because of water. And I went for it. Without the help of AB Bank, believe it or not, I was not going to manage. Alors Rambert, vous le disiez tout à l'heure, effectivement 80% des Africains ont un smartphone mais n'ont pas de banque. Et donc on va quitter la Zambie pour aller en Afrique du Sud où une entreprise qui s'appelle Jumbo s'est créée pour faire du prêt à des micro-entrepreneurs qui ne sont pas bancarisés via du mobile banking, et on découvre tout de suite le témoignage de 2 d'entre eux. Njovuta maningi, more especially wakazi, more especially my young ladies mungaise kutenga drama because kuko skonzaenda bazafuna my requirements or collateral. I ran my own business, construction. I went to that same bank that I banked with for so many years. They refused to give me the loan. They said, no, we cannot give you the loan because you are self-employed. First yanga na sofa loan was 20 kwacha. Pa first now dama soksi ya chimuna pakanapeza profit ya chita inglizi na bwana chita decide kugula masketi ya chikazi. There was a time we were working, no money for tile cement. So I got in a sofa loan, I bought the tile cement and we went to finish the work. Un très beau témoignage sur l'essor que peuvent prendre des micro-entrepreneurs grâce à Jumo et non pas Jumbo. C'était The Elephant in the Room, évidemment, vous l'aurez déduit par vous-même. Rambert, peut-être pour reboucler avec tout ce qu'on a dit depuis le début, on a souvent vu que la crise Covid avait été un accélérateur de changement. Est-ce que ça aussi était le cas en ce qui concerne votre activité ?
Oui, alors heureusement en Zambie, l'impact du virus a été limité sur la population. Par contre, l'économie étant très fragile, l'impact du confinement a été très difficile. La banque en a un peu souffert. Hein. Les clients ont plus épargné que de demander des crédits dans ces périodes. Ceci étant dit, la banque a pris tout un nombre de mesures hein, dans les agences pour limiter les déplacements, donc en termes de réduction des horaires d'ouverture, en termes de réduction du nombre de personnel dans les agences. Et donc il était extrêmement important de pouvoir trouver des moyens d'éviter ces déplacements des clients lorsqu'ils vont chaque mois normalement faire le paiement de leur échéance de prêt. Et en s'appuyant sur ces services de mobile money dont nous parlions tout à l'heure, il y a quand même 5 millions aujourd'hui de clients qui ont déjà un compte de mobile money en Zambie, eh bien, ils ont tout simplement pu faire ces paiements à partir de leur téléphone tout en restant chez eux. C'était quelque chose que la banque avait lancé en 2019 avant la crise Covid et il y avait déjà un bon démarrage avec 20 ou 30% des remboursements qui étaient faits à distance. En 2020, l'accélération a triplé en fait ce volume de remboursement via des canaux digitaux parce que 70% maintenant des remboursements se font directement depuis un mobile, ce qui entraîne beaucoup de transformations dans la banque hein, parce qu'on se dit que finalement le modèle actuel d'un réseau d'un service de banque qui repose sur une présence très locale d'agences va pouvoir peut-être être beaucoup plus étendu sur le pays avec un modèle plus léger entre guillemets en termes de présence locale. Donc oui, c'est un très très gros accélérateur. Merci Rambert. Philippe Guichandu de la Fondation Grameen Crédit Agricole est également avec nous. Bonjour. Alors, dans le cadre de Choose Africa, vous bénéficiez aujourd'hui de garanties apportées par Proparco. Peut-être commencer par nous expliquer comment vous intervenez. Oui, alors tout d'abord, vous présentez la Fondation Grameen Crédit Agricole, hein, qui a été créée en 2008 par le groupe Crédit Agricole et la Grameen Trust au Bangladesh. La Grameen Trust a reçu le prix Nobel de la paix en 2006 avec le professeur Mohamed Younous, qui est le père de la microfinance. Et donc la Fondation a été créée pour venir en aide et en appui aux institutions de microfinance et entreprises sociales afin de lutter contre l'exclusion financière, l'exclusion bancaire, mais aussi favoriser l'entrepreneuriat et notamment, on a parlé tout à l'heure, l'entrepreneuriat féminin. Donc aujourd'hui, nous intervenons auprès dans 37 pays, principalement en Afrique, hein, puisque c'est un axe très important de notre développement. Nous intervenons auprès de 77 institutions de microfinance, alors qui ne sont pas forcément des banques, hein, qui sont souvent des ONG, des coopératives ou des institutions financières non bancaires et qui vont donc effectivement servir une population plutôt de micro-entrepreneurs, ce qu'expliquait Laurence par rapport à tous ces petits entrepreneurs qui sont dans le secteur informel. Et nous appuyons ainsi, parmi les 7 millions de bénéficiaires hein, de nos partenaires, c'est 73% de femmes, hein, un chiffre bien supérieur à ce qui a été présenté tout à l'heure, et à 85% dans le monde rural. Hein, où on a les deux cultures des fondateurs, le groupe Crédit Agricole qui a une empreinte très forte dans le monde rural et dans le financement de l'agriculture, et la Grameen Bank qui a toujours financé beaucoup, en majorité les femmes, avec des tout petits microcrédits. Je voudrais qu'on revienne un instant sur le digital et son rôle dans le secteur financier, particulièrement en Afrique. Est-ce que vous partagez l'enthousiasme de Rambert à ce sujet ? Pas complètement. Alors, il y a une évidence, hein, c'est évident que l'inclusion financière, notamment en Afrique, hein, va se faire et se fait grâce au développement du digital. Ça, c'est une certitude, hein, et nous accompagnons nos partenaires dans cette transformation digitale. J'ai oublié de préciser que nos partenaires sont plutôt des institutions de taille intermédiaire qui vont gérer des portefeuilles inférieurs à 100 millions de dollars. Et donc, pour des petites institutions, la transformation du digital, c'est quand même quelque chose de très important. Ça nécessite
nécessite une vraie réflexion stratégique, ça nécessite, ça a été dit, des investissements financiers qui n'ont pas toujours. Ça nécessite d'accompagner aussi les ressources humaines de ces entreprises pour qu'elles puissent elles-mêmes accompagner les clients dans cette transformation digitale. Et donc, c'est une forme de mini-révolution que tous les acteurs n'ont pas la capacité de faire, ou en tout cas ont des difficultés à prendre ce tournant-là. Et puis, ce qu'on voit apparaître aussi, c'est l'émergence de ces fintechs, ces nouvelles types d'institutions qui vont proposer toute une série d'accès à des crédits, notamment. Et c'est là où je pense qu'il faut être excessivement prudent et où j'ai un regard certainement un peu plus critique, notamment quand on voit, alors on a nommé le Kenya comme étant effectivement le pays précurseur du développement du digital. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que, avant de venir, j'ai regardé les derniers chiffres, en 2020, il y aurait 6% de la population adulte, à peu près 3,2 millions de personnes, qui sont surendettées parce qu'ils ont fait des prêts qui vont de 1,5 $ à 50 $ à des taux d'intérêt qui peuvent aller jusqu'à 350% par an, à travers ces structures-là. Et on voit bien ici qu'il y a un enjeu, de régulation. Il faut que ça soit... Et aujourd'hui, il y a quand même de vraies questions sur comment est-ce qu'on va réguler ce secteur-là. Il y a un enjeu d'éducation financière des populations qui est très important à faire parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des gens n'avaient pas compris quelles étaient toutes les conditions du prêt, etc. Et elles se retrouvent aujourd'hui blacklistées parce qu'elles ont peut-être emprunté 2 $ ou 5 $. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des dérives, même si... on accompagne beaucoup nos partenaires pour éviter ces dérives-là. Il y a un vrai enjeu, en tout cas aujourd'hui, de s'assurer que cette avancée, elle va être bénéfique pour tout le monde et pour les clients en premier lieu. Alors pour revenir à vos activités et pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure, on le sait, vous déployez notamment les offres de financement de Proparco en Afrique, mais pas que. L'accompagnement que vous proposez n'est pas uniquement financier. Expliquez-nous. Oui, effectivement, et là, on doit vraiment remercier le groupe AFD de nous avoir appuyé dès le début sur effectivement la capacité que l'on a aujourd'hui de proposer à nos partenaires de l'accompagnement sous forme, grâce à des subventions qu'on va recevoir de la part du groupe de l'AFD, mais pas que, pour renforcer la performance des institutions à travers des formations, à travers la mise en place une réflexion sur de nouveaux produits, etc. En fait, on travaille, grâce à ça, on a travaillé sur un premier programme qu'on a appelé la Facilité africaine, qui nous a permis d'appuyer des toutes petites institutions et les aider à se renforcer. Et aujourd'hui, on a signé un accord avec Proparco pour le développement de produits de micro-assurance qui vont permettre effectivement à ces institutions de ne pas proposer que du crédit ou de l'épargne, mais aussi des produits d'assurance. Et dans le cadre de la crise de la Covid-19, c'est évident que la capacité qu'auront les institutions à proposer des services notamment de micro-assurance santé qui n'existent pas dans la plupart des pays, la sécurité sociale et mutuelle sont inexistantes, vont permettre effectivement d'élargir le panel des services qui vont être proposés aux populations. Mais ça, il faut former des gens, il faut réfléchir sur des produits et ça, il faut passer par de la subvention et de l'accompagnement avec des experts qui vont pouvoir permettre de développer. On va travailler avec le BIT, le Bureau international du travail, sur ces questions-là. Puis on a un programme spécifique aussi avec le groupe Crédit Agricole qui s'appelle Banquier Solidaire et qui nous permet que des salariés du groupe Crédit Agricole puissent accompagner nos partenaires sur le terrain. Merci à vous. Merci beaucoup Philippe. Peut-être pour conclure cette séquence, Laurence, au-delà de faire du microcrédit, quand on est un organisme engagé dans le sens comme Proparco, il faut faire du microcrédit responsable. Pour vous, c'est une règle intangible ? Oui, tout à fait, Vincent. En fait, et Philippe en a déjà un petit peu parlé, il faut garder en tête que quand on travaille avec des micros et des petits entrepreneurs, on travaille avec une population vulnérable, beaucoup plus fragile en fait que des entrepreneurs qui seraient déjà bien établis. Donc effectivement, Proparco se fait fort de ne soutenir des institutions, de ne soutenir que des institutions qui traitent correctement leurs clients. En premier lieu, donc, qui ne vont pas les surendetter, c'est ce
ce que disait Philippe, mais qui sont aussi transparentes dans leur communication envers leurs clients, qui affichent concrètement les taux d'intérêt, les commissions, il n'y a pas de coûts cachés. Et puis des institutions aussi qui n'affichent pas une rentabilité indécente, qui serait au détriment des clients ou des employés. Et voilà, donc on va vérifier tout ça. Comment on fait? Pendant l'analyse de l'institution de microfinance, en fait, on va utiliser des outils qui ont été développés par le secteur et qui vont nous permettre de vérifier que l'institution travaille dans le respect des règles de base de protection des consommateurs. Eh bien, bravo. Je vous propose de regarder, ça aurait été un peu le leitmotiv de l'émission, des analyses globales et des exemples locaux. Je vous propose de regarder une dernière vidéo avec un exemple, celui de la plateforme SA Taxi, qui propose au fond l'illustration de ce célèbre adage « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin », d'apporter un certain nombre d'actions et de soutien aux chauffeurs pour qu'ils bénéficient de toute une gamme de prestations. On découvre ça en images. Yeah, I started as a taxi driver. It was hard when I started this business. You have to pay the driver a full payment, and then you have to pay the installment. You have to service the car. You need money to take your children to school and food and everything. Commercial banks, when you don't have money, they don't finance you. SA Taxi, it was easy for me to buy vehicles. COVID and lockdown when started, the ranks, there are no people, there's no business. During COVID, SA Taxi, they gave us a relief of installments. SA Taxi provided us with sanitizers. Voilà, c'était une illustration très concrète du fait qu'il est possible de ne laisser personne au bord de la route, y compris en taxi. Laurence, un petit commentaire sur ce qu'on vient de voir ? Oui, certainement. SA Taxi, c'est une société d'Afrique du Sud qui est financée par Proparco. Elle offre du financement à des taxis collectifs, en fait. Ce sont des minibus qui embarquent une quinzaine de personnes et qui sont extrêmement populaires dans les villes en Afrique du Sud. Et au-delà du financement, en fait, SA Taxi se fait fort d'offrir une plateforme de services à ses clients qu'elle voit comme de véritables entrepreneurs. Donc, SA Taxi va proposer de l'assurance, va proposer des services de réparation. Elle joue le rôle de concessionnaire aussi en vendant des pièces détachées et des véhicules entiers. Et puis, c'est important, je pense, de souligner que SA Taxi a eu une démarche constructive avec ses clients pendant la crise. Elle a réussi à geler les remboursements de ses clients qui étaient affectés et elle a aussi pu le faire parce que ces bailleurs de fonds, parmi eux Proparco, ont accepté des moratoires sur les remboursements de SA Taxi. Alors, cette belle séquence dédiée à la microfinance a énormément intéressé les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de questions. On en a sélectionné une, parce que nous n'aurons pas la possibilité de répondre à toutes les questions, malheureusement, aujourd'hui. C'est une question de Madame Kouassi, qui tient un salon de coiffure à Abidjan. Et je vais peut-être vous l'adresser à vous, Laurence. Elle nous dit « Je comprends que le microcrédit, c'est un petit crédit. Moi, j'ai un salon avec 2 employés et je voudrais m'agrandir. Est-ce qu'il y a une institution de microfinance qui va me prêter assez pour acheter le local d'à côté ?» Qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on a parlé d'intrants agricoles, on a parlé de financer des stocks, mais le microcrédit peut aussi servir à acheter des pompes à eau. C'était le cas tout à l'heure de l'agricultrice en Zambie. Donc, il peut servir aussi à faire de l'investissement. Donc, j'imagine que dans ce cas-là, elle va exposer son projet à un agent de crédit d'une institution de microfinance à Abidjan. Et puis, il va l'accompagner, voir comment se passe son activité, voir quel est son projet, quels seraient ses revenus et ses charges, et donc évaluer la rentabilité du projet. Et puis, si ça correspond à un projet rentable qui va aussi lui permettre de rembourser le crédit, eh bien oui, j'imagine qu'elle pourrait bénéficier d'un microcrédit.
Voilà, pour une réponse encourageante pour Madame Kouassi et les autres qui se posent cette question. Alors, pour les autres personnes qui nous ont adressé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre faute de temps parce que c'était une émission incroyablement riche, soyez rassurés, nos experts ont vos questions et vous répondront très prochainement. Merci Madame, Messieurs, pour cette table ronde très enrichissante, cette fois-ci encore. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous propose de la terminer comme nous l'avons commencé avec Grégory Clémente.